Bienvenue à cette capsule audio sur l'hypersensibilité, le chapitre 9 dans votre guide d'apprentissage. Il sera question dans cette capsule des 4 types d'hypersensibilité de type 1, 2, 3 et 4. On appelle l'hypersensibilité, on dit que c'est une réaction immunitaire qui dépasse une réponse immunitaire normale, comme nous l'avons vu. On considère généralement qu'il s'agit d'une réponse immunitaire qui est dirigée contre un agent inoffensif. Il existe au moins 4 grands types d'hypersensibilité. 3 des 4 types font intervenir des anticorps et un des 4 types fait intervenir les lymphocytes T et les macrophages. Chaque type diffère quant aux réponses immunitaires impliquées, aux symptômes provoqués, mais aussi quant à la rapidité avec laquelle l'hypersensibilité se manifeste. L'hypersensibilité peut causer aussi des lésions tissulaires. Il apparaît généralement pour ce qui est des 3 des 4 types qui font intervenir les anticorps, les hypersensibilités apparaissent au deuxième contact de l'allergène. Donc ici, on ne parlera pas dans le type, en tout cas, hypersensibilité numéro 1, on va parler plus d'allergène au lieu d'antigène. Et il ne faut pas confondre le mot allergie et intolérance. Donc, on dit qu'on parle d'intolérance. Ça réfère plutôt à un problème digestif qui ne fait pas intervenir le système immunitaire dans le cas d'une intolérance. Donc, on ne parle pas du système immunitaire. Les intolérances sont surtout liées à des problèmes enzymatiques et à l'activité du microbiote, donc de notre flore commensale. Par contre, il n'est pas toujours possible d'exclure un lien entre les deux. Donc, il y a une petite activité peut-être immunitaire. On pense par exemple à l'intolérance au gluten qui pourrait peut-être être considérée comme une maladie auto-immune. Donc, dans ce cas-là, il y aurait des anticorps et on pourrait considérer ça comme une allergie. Avant d'expliquer l'hypersensibilité de type 1, je veux revenir sur le mot allergène parce qu'on va l'utiliser quelquefois dans nos descriptions. Dans le fond, un allergène, c'est un antigène. C'est un antigène étranger, comme vous êtes habitué de voir, qui est introduit dans l'organisme, puis qui constitue du non-soi. Donc, c'est ce qu'on appelle allergène au lieu de antigène. Donc, regardons l'hypersensibilité de type 1. Dans l'hypersensibilité de type 1, on dit que ça fait intervenir les immunoglobulines de type IgE. On avait vu ensemble qu'il y avait 5 classes d'immunoglobulines. Cette fois-ci, c'est le IgE qui va être présent. Il va être fabriqué par les plasmocytes lors d'une exposition à l'allergène, donc une première fois. Il va avoir une réponse humorale. Et c'est ces IgE, dans le fond, qui viennent se fixer sur les mastocytes et leur servent de récepteurs spécifiques de l'allergène. Donc, c'est particulier là, ici. On est habitué d'avoir des anticorps qui retournent vers l'antigène l'antigène spécifique pour détruire la cellule, pour contrôler, dans le fond, au niveau de l'infection ou au niveau d'une cellule. Ici, l'IgE, lorsqu'il est fabriqué par les plasmocytes, va venir se fixer à la surface, sur la membrane des mastocytes. Et on sait que les mastocytes se retrouvent au niveau des tissus. Donc, les mastocytes possèdent des récepteurs pour le fragment FC des IgE. Vous voyez qu'ils se fixent d'une autre façon. C'est vraiment la portion FC qui se fixe.
il y a dans le fond la fixation de ces IgE qui se forment. Donc, lors d'une nouvelle exposition au même allergène, il y a fixation de l'allergène sur les récepteurs qui lui sont spécifiques. Donc ici, vous voyez, l'allergène est en 2, se fixe sur l'IgE des mastocytes et là, il y a stimulation des mastocytes lorsque l'allergène se fixe. Et ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir une libération de cytokines pro-inflammatoires, entre autres l'histamine. La libération massive d'histamine va causer une inflammation qui est le symptôme typique de l'anaphylaxie. Donc, les cytokines libérées par les mastocytes vont solliciter aussi les granulocytes basophiles et éosinophiles, donc 2 des 5 sortes de leucocytes, et ça va accentuer la réponse anaphylactique. Les allergènes qui sont fixés sur les immunoglobulines IgE ne possèdent pas de toxicité propre. Okay? Ce sont habituellement des antigènes de l'environnement, donc la poussière de la maison, des poils d'animaux, du pollen. Ce type d'hypersensibilité-là, on le voit souvent au niveau de ceux qui ont le rhume des foins. C'est vraiment typique à l'hypersensibilité de type 1 et l'asthme aussi. Donc, il y a vraiment une libération d'histamine en 3, c'est ce que vous voyez en rouge, par dégranulation des mastocytes et stimulé par la présence de l'allergène, bien sûr. Il faut que l'allergène soit sur le IgE pour vraiment stimuler les mastocytes. Certaines personnes seraient génétiquement prédisposées à souffrir d'anaphylaxie en réaction à divers allergènes fréquemment rencontrés dans l'environnement. Cette prédisposition héréditaire toucherait jusqu'à 20% de la population. Parmi les formes les plus fréquentes, on trouve la rhinite allergique, ce qu'on appelle le rhume des foins, et l'asthme. De manière générale, l'inflammation causée par l'anaphylaxie est localisée. L'inflammation se limite à une région plus ou moins définie. Ces manifestations sont liées au mode d'entrée de l'allergène. Quand l'allergène se présente sur une région particulière de la peau, il y a une inflammation à cet endroit, ce qu'on appelle de l'urticaire. Les allergies alimentaires provoquent généralement de l'urticaire aussi. De la même façon, lorsque l'allergène est inhalé, l'inflammation des voies respiratoires entraîne les problèmes caractéristiques des allergies, donc de l'écoulement nasal, des difficultés respiratoires. Généralement bénigne, l'anaphylaxie localisée peut être grave lorsqu'elle déclenche la bronchoconstriction, un phénomène qui peut conduire à la suffocation. Si le phénomène anaphylactique s'étend à tout l'organisme, la chute de pression artérielle qui résulte de l'accroissement de la perméabilité et de la vasodilatation des capillaires systémiques est telle que l'organisme entre en état de choc hypovolémique. Il s'agit alors de choc anaphylactique. Il existe différents moyens de déterminer la cause d'une allergie. On peut identifier un allergène par voie percutanée, comme vous voyez sur les images, ce qu'on appelle des tests appelés prick tests, qui signifie piquer, qui consiste à introduire dans la peau une goutte d'allergène au moyen d'une aiguille ou simplement d'un compte-gouttes. Cela permet de tester différents allergènes et d'observer la réaction du patient à leur présence. De manière similaire, on peut utiliser un pansement adhésif imbibé de la substance potentiellement allergène que l'on applique sur la peau, ce qu'on appelle des patch tests. On a aussi parfois recours au test de provocation labiale. C'est un test qui consiste à exposer les lèvres d'un individu à un allergène. Ce test est surtout destiné à vérifier si une allergie a disparu.
Par ailleurs, on peut aussi rechercher les signes d'une allergie par une formule sanguine qui révélerait les globules blancs éosinophiles qui seraient beaucoup plus nombreuses en quantité lorsqu'on regarderait la lame, le frottis sanguin au microscope. Il y a aussi un autre test qui consiste à soumettre un échantillon de sérum à divers allergènes. Cette technique radio-immunologique permet de détecter les anticorps IgE dans le sérum dirigés contre les allergènes en question et ainsi de contribuer à identifier la cause de symptômes allergiques chez un individu. En matière de traitement, celui de l'anaphylaxie localisée repose souvent sur l'administration d'antihistaminiques. Comme vous voyez sur l'image, on parle de Réactine, Claritin, Benadryl. Et dans certains cas, de faibles doses d'adrénaline dans le but d'enrayer l'urticaire. Le choc anaphylactique requiert davantage de soins, par contre, compte tenu de ses conséquences inévitablement funestes si le choc anaphylactique n'est pas pris en charge rapidement. La thérapeutique consiste à administrer des antihistaminiques aussi, à conserver la chaleur du corps, à assurer une bonne ventilation, à dégager les voies respiratoires et aussi d'administrer de la noradrénaline ou de la dopamine. Ces deux substances ont un effet stimulant pour le cœur et un effet vasoconstricteur, ce qui va enlever la bronchoconstriction. C'est d'ailleurs l'effet recherché par le recours aux seringues d'adrénaline, ce qu'on appelle EpiPen, que nombre d'individus allergiques emportent avec eux en tout temps. La désensibilisation est une autre forme de traitement qui connaît un certain succès. On espère ainsi, à la longue, épuiser les lymphocytes B mémoire qui produisent des IgE parce que on stimule beaucoup le système immunitaire et on veut, dans le fond, là, épuiser les lymphocytes B qui produiraient des IgE. Si l'injection de l'allergène par une piqûre d'un insecte ne semble pas ou presque peu poser de problème, l'entrée des allergènes alimentaires en pose davantage. En effet, le modèle en vigueur stipule que l'ingestion d'aliments exige que ces derniers soient digérés avant d'être absorbés. Or, une fois digérés, les protéines ne sont plus que des acides aminés. Ces derniers sont trop petits pour déclencher des réactions immunitaires. Cela signifie que pour déclencher une allergie, une protéine d'arachide ou d'œuf doit passer du tube digestif vers l'intérieur du corps sans être digérée. Comment cela se produit-il? Les ouvrages scientifiques ne proposent pas de réponse claire à ce sujet. Cependant, le fait que plusieurs des protéines aux propriétés allergéniques soient des enzymes très solubles nous permet de croire que de telles substances arriveraient à s'infiltrer entre les cellules des muqueuses. Ces protéines arriveraient ainsi à gagner le milieu interne où elles pourraient provoquer quelques dommages et induire des réponses immunitaires. Pour ce qui est de l'hypersensibilité de type 2, on l'appelle aussi hypersensibilité cytotoxique. Comme son nom le suggère, elles s'en prennent à des cellules. Elles font, dans le fond, cette hypersensibilité-là fait intervenir les anticorps sériques IgM et IgG et l'action cytotoxique est exercée par le système du complément et aussi par les leucocytes qu'on appelle phagocytes qui s'attaquent aux cellules opsonisées par les anticorps par la partie Fc de l'anticorps. 3 cas illustre l'hypersensibilité de type 2. Vous avez les réactions transfusionnelles hémolytiques, la maladie hémolytique du nouveau-né et le purpura thrombotique thrombocytopénique. Il existe aussi cependant d'autres hypersensibilités de type 2, principalement des maladies auto-immunes.
Dans la réaction transfusionnelle hémolytique, vous savez que l'humain, entre autres, ne possède pas d'anticorps, donc il possède, voyons, des anticorps que contre des antigènes qu'il a déjà rencontrés. Il faut que l'agresseur soit entré dans l'organisme pour avoir fabriqué des anticorps. Mais il existe des exceptions à cette règle. Donc, si un individu, on lui transfuse du sang d'un groupe sanguin non compatible, il y aura un rejet immédiat à cause des anticorps du receveur, même si celui-ci n'a jamais fait l'objet d'une transfusion. Donc, on vous a expliqué que, dans le fond, le receveur va déjà avoir pour le groupe sanguin des anticorps anti-A et anti-B selon son groupe sanguin. Et lorsqu'on va lui donner une transfusion sanguine, il va pouvoir, dans le fond, réagir immédiatement et créer une réaction transfusionnelle hémolytique. Donc, un patient de groupe O, par exemple, va avoir de l'anti-A et de l'anti-B dans son organisme. Et si on lui donne un culot, une transfusion de groupe A, l'anticorps chez le receveur, anti-A, va réagir, va se fixer à l'antigène A sur les globules rouges du donneur. Et par la suite, le complément va se fixer à l'IgM et il va avoir lyse des globules rouges qui vont avoir été transfusés. C'est ce qui se passe au niveau de la réaction transfusionnelle hémolytique. Et si il n'y a pas de lyse des globules rouges ou tout simplement si le complément ne se fixe pas, vous voyez l'image en haut, ce sont dans le fond les phagocytes qui vont venir chercher la cellule qui va avoir eu un anticorps, dans le fond le globule rouge, qui va avoir eu un anticorps sur sa membrane, et les phagocytes vont venir phagocyter les globules rouges. Donc, il y a deux façons, soit par phagocyte ou soit par le complément qui lyse le globule rouge. Parce qu'il faut vraiment éliminer ces globules rouges-là, parce que l'agglutination des érythrocytes incompatibles par les anticorps entraîne le blocage de petits vaisseaux sanguins, en plus d'épuiser les facteurs de coagulation, ce qui provoque des hémorragies. Donc, c'est vraiment, on ne veut pas d'hypersensibilité de type 2 qui sont reliées à des réactions transfusionnelles hémolytiques. Pour ce qui est de la maladie hémolytique du nouveau-né, on l'a vu ensemble, ce sont les anticorps de la mère qui détruisent le sang du fœtus. On a vu ensemble que si la mère a du groupe sanguin RH négatif et que du sang d'un premier fœtus RH positif est mélangé au sien, une situation qui ne se produit normalement que lors de l'accouchement, la mère développe des anticorps dirigés contre le RH, donc des anti-D, un antigène que son organisme considère comme étranger parce qu'elle est RH négative. Donc, elle ne porte pas d'antigène D. Si elle porte par la suite un deuxième enfant de groupe RH positif, donc qui a l'antigène D, les IgG anti-D qu'elle a produites peuvent traverser la barrière placentaire et s'en prendre au sang du fœtus, entraînant leur destruction par des mécanismes similaires à ceux qui caractérisent les réactions transfusionnelles hémolytiques que je viens de vous expliquer. Pour ce qui est du purpura thrombotique thrombocytopénique, je n'entrerai pas dans les détails. Vous allez voir ce diagnostic dans le cours d'hémostase, mais ça survient dans le fond lorsque l'activité d'une protéine importante dans le processus de coagulation est perturbée. Donc, l'activité enzymatique de cette protéine est importante pour éviter la formation spontanée de caillots dans la microcirculation. Et donc, lorsqu'elle n'effectue pas son travail, lorsqu'elle est défectueuse, elle n'effectue pas son travail correctement, de tels caillots se forment un peu partout, ce qui diminue la quantité de thrombocytes disponibles et provoque les symptômes caractéristiques de cette maladie. Donc, on peut avoir dans cette maladie des anticorps contre cette protéine qui évite la formation spontanée de caillots. Et dans toute maladie auto-immune,
ben, on pourrait aussi avoir là, les IgM et les IgG, excusez, qui impliquent le complément ou non, qui amènerait une hypersensibilité de type 2. Les hypersensibilités de type 3 sont dites à complexe immun. On appelle un complexe immun le résultat d'une liaison entre un anticorps et un antigène soluble lors de réactions immunitaires normales. De nombreux complexes immuns sont formés qui agglutinent, neutralisent et opsonisent les antigènes circulants ou les micro-organismes qui les portent. Tant que la production d'anticorps surpasse largement la quantité d'antigènes, nos agresseurs, l'élimination des antigènes est réalisée par l'activation du complément et par un accroissement de l'efficacité du phénomène de phagocytose, comme nous l'avons vu. Par contre, lorsque la dose d'antigènes circulants, nos agresseurs, est trop grande dans le sang, par exemple lors d'une hépatite virale chronique, l'efficacité des immunoglobulines IgG à permettre l'élimination des antigènes diminue et des complexes immuns s'accumulent ici et là dans l'organisme, par exemple dans les capillaires glomérulaires, dans les poumons, dans les capillaires cutanés. Ces complexes immuns sont liés par les mastocytes et d'autres leucocytes, ce qui déclenche des réactions inflammatoires et du chimiotactisme sollicitant de plus en plus de leucocytes. Cette accumulation de complexes immuns est sujette à activer le complément. L'inflammation et l'action des leucocytes entraînent alors des dommages collatéraux aux organes et aux tissus de l'hôte, ce qui explique qu'on considère ce phénomène comme une hypersensibilité. L'hypersensibilité de type 3 est dite semi-retardée parce que le temps requis pour que se manifestent les effets dépend de la quantité de complexes immuns formés et du lieu de leur accumulation. Étant donné que les dommages dont il est question ici sont essentiellement causés au tissu de l'hôte, on peut considérer l'hypersensibilité de type 3 comme une forme de maladie auto-immune. Dans les maladies auto-immunes, il existe dans cette hypersensibilité de type 3 le lupus érythémateux. Le lupus érythémateux, il provoque un érythème, c'est-à-dire une rougeur de la peau. Chez les individus souffrant de lupus, la capacité de leurs macrophages à nettoyer les tissus, les débris, donc à phagocyter, serait affectée. Donc, il y a une déficience pour vraiment faire le ménage, pour enlever les débris. Aussi, dans le lupus, lors de l'acquisition de l'immunocompétence, ce qu'on a vu dans le cours d'immuno, on a vu que le corps se débarrasse des lymphocytes qui réagissent contre leurs propres antigènes. On fait le ménage et on garde seulement les lymphocytes qui reconnaissent le non-soi et non le soi. C'est ce qu'on appelait la délétion clonale. Dans le lupus, cette délétion clonale serait perturbée chez les gens souffrant de ce lupus et des lymphocytes B et T auxiliaires capables de réagir contre des antigènes nucléaires demeureraient dans l'organisme. Donc, il existerait chez les gens qui ont du lupus des lymphocytes B et des lymphocytes TH qui réagissent contre des fragments d'ADN ou des protéines du noyau de cellules. Et là, vous me voyez venir, si on ne fait pas, dans le fond, de ménage, donc on a dit tantôt que les macrophages avaient de la difficulté à nettoyer les tissus des débris. Donc, la persistance des débris, le fait qu'on ait beaucoup de débris, ça génère beaucoup d'antigènes nucléaires, donc beaucoup de fragments d'ADN et de protéines de noyau. Et donc, nos lymphocytes B, dans cette maladie, réagissent à ces fragments-là et à cette protéine du noyau. Donc, il en résulte une production d'anticorps capables de former des complexes immuns avec les antigènes nucléaires solubles qui traînent comme débris. Donc, ça fait partie, cette maladie-là, de l'hypersensibilité de type 3. Et vous voyez sur le dessin, sur la diapositive, la présence de complexes immuns dans un capillaire sanguin
Ça permet la fixation de certains leucocytes, notamment les neutrophiles. L'action des leucocytes dirigés contre les complexes immuns provoque l'inflammation et implique la libération d'enzymes et l'activation de protéines du complément qui endommagent les tissus de l'organisme. Les phénomènes d'hypersensibilité de type 4 sont dits retardés parce qu'ils mettent 1 à plusieurs jours suivant l'exposition à l'allergène pour que se manifestent les symptômes. Une caractéristique de l'hypersensibilité de type 4 est qu'il s'agit d'une réaction immunitaire cellulaire qui met en jeu surtout les lymphocytes T. Le processus immunitaire qui entre en jeu lors de l'hypersensibilité de type 4 est très similaire à l'hypersensibilité de type 2 que nous venons de voir. Cependant, ces réponses sont dirigées contre des substances qui, seules, sont trop petites pour déclencher des réactions immunitaires, ce qu'on appelle des aptènes, mais qui ont la particularité de se coller à des protéines de l'organisme. La combinaison des deux, une protéine de l'organisme plus un aptène, est reconnue comme un antigène étranger et des réactions immunitaires cellulaires sont dirigées contre lui. Ici, sur la diapositive, on vous montre l'exemple d'un test cutané tuberculinique, ce qu'on appelle le test PPD ou épreuve de Mantoux. Comment ça se passe? Vous voyez dans le dessin qui suit sous l'exemple qu'on utilise dans le fond la réaction cutanée dite tuberculinique. Et vous voyez l'image aussi en bas de la diapositive. Donc, c'est une réaction cutanée pour voir si une personne est atteinte de la tuberculose. On injecte de la tuberculine purifiée par voie intradermique. Si la personne est sensibilisée, les lymphocytes T migrent autour des vaisseaux du site d'injection. L'augmentation des lymphocytes T et des macrophages provoque une induration, donc un gonflement cutané, caractéristique et mesurable. Autre cas d'hypersensibilité de type 4, c'est une dermatite de contact au sumac vénéneux, ce qu'on appelle l'herbe à poux ou l'herbe à puce. C'est dans le fond, si on regarde, c'est le contact de la plante occasionne l'entrée par la peau d'une molécule qu'on appelle liposoluble, qu'on appelle le pentadécacatéchol. Et on dit que cette molécule se colle à certaines protéines de la peau, produisant une combinaison antigénique nouvelle combattue par le système immunitaire. Donc, regardons l'image que vous avez sur la diapositive. On dit que le contact de la peau et de la plante permet l'entrée du pentadécacatéchol, mais c'est une molécule qui est trop petite pour déclencher seule une réaction immunitaire qu'on appelle un aptène. Par contre, son association avec des protéines de la peau génère une entité nouvelle qui est reconnue comme du non-soi. Ce nouvel antigène déclenche une réaction immunitaire cellulaire primaire asymptomatique qui produit des lymphocytes T mémoire, ce que vous voyez au numéro 2. Le contact subséquent avec la combinaison pentadécacatéchol et la protéine de la peau entraîne la dermatite en 1 ou 2 jours lors d'un nouveau contact. D'autres formes de dermatite de contact surviennent en réaction à des substances contenues dans certains produits cosmétiques, entre autres, ou en réaction à des métaux contenus dans les bijoux. Le nickel est un aptène en particulier, donc il doit, dans le fond, se coller à une protéine pour que le système immunitaire s'enclenche. Donc, en résumé, les hypersensibilités sont des réponses immunitaires dirigées contre des agents inoffensifs. On les appelle allergies quand l'immunité s'en prend à du non-soi et maladies auto-immunes quand les réponses immunitaires sont dirigées contre le soi. Il existe 4 types d'hypersensibilité. L'hypersensibilité de type 1. L'anaphylaxie est le plus connu des 4 types d'hypersensibilité. Elle est une réaction humorale à la présence d'un antigène dans l'organisme. La production d'IgE qui en résulte sensibilise les mastocytes et les granulocytes basophiles. Lorsque l'antigène se présente de nouveau, les mastocytes et probablement les basophiles s'y lient. Cette
stimulation entraîne la libération de cytokines pro-inflammatoires, l'histamine notamment, ce qui produit d'importantes réactions inflammatoires. Lorsque cet état se généralise, il y a choc anaphylactique. L'hypersensibilité de type 2, ce type d'hypersensibilité fait intervenir des anticorps de classe IgM et IgG. Elle est produite en réponse à des antigènes circulants. Elle est illustrée par le rejet d'un sang incompatible, la destruction du sang d'un fœtus de groupe sanguin RH positif par la mère de groupe sanguin RH négatif, ou la destruction des thrombocytes auxquels se sont liées des molécules de médicaments particuliers. Dans les deux premiers cas, les érythrocytes ciblés sont opsonisés par les anticorps. Dans le troisième, ce sont les thrombocytes liés aux médicaments qui sont la proie des anticorps. Dans tous les cas, cette opsonisation conduit à l'activation du complément et à un accroissement de la réponse phagocytaire. L'hypersensibilité de type 3, l'abondance ou la persistance de complexes immuns dans l'organisme occasionne l'accumulation de ces complexes. La capacité d'activation du complément des complexes immuns et la sollicitation de nombreux leucocytes génèrent des réactions inflammatoires disséminées qui créent des lésions à différents tissus, la peau, les articulations et les glomérules en particulier. Et le dernier, l'hypersensibilité de type 4, on dit que l'hypersensibilité de type 4, qu'elle est retardée puisqu'elle met plus d'un jour à se manifester. Elle fait intervenir les lymphocytes T. Dans plusieurs cas, elle est stimulée par l'association entre une petite molécule introduite dans l'organisme et une protéine endogène. Le résultat de cette association constitue un antigène étranger contre lequel est dirigée la réaction immunitaire cellulaire. La dermatite de contact au sumac vénéneux est un exemple classique d'hypersensibilité de type 4. La destruction des cellules cancéreuses, plusieurs maladies auto-immunes et le rejet de greffe en sont d'autres exemples.